Tout le monde connaît l'image, le palais doré, les courtisans en soie, Versailles comme symbole d'une France au sommet d'elle-même. Maintenant imaginez l'odeur. 20 000 personnes vivaient dans ce palais. Les couloirs étaient souillés. Les escaliers servaient de latrines. Les ambassadeurs étrangers le notaient avec stupéfaction dans leurs dépêches. Et personne n'avait de mauvaise conscience, parce que se laver le corps était officiellement considéré par les médecins du roi eux-mêmes comme dangereux. L'eau ouvrait les pores laissaient entrer les maladies. Versailles n'a pas fabriqué qu'une façade dorée, il a fabriqué une définition entière de la propreté, sans eau, et cette définition a tenu pendant plus d'un siècle. Je travaille sur Versailles depuis longtemps, et ce sujet-là, j'y reviens régulièrement, pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont un système peut fonctionner parfaitement et se tromper complètement en même temps. Ce que vous allez voir dans ce documentaire, ce ne sont pas des anecdotes sur l'hygiène des rois. Ce sont les mécanismes d'une époque entière, la logique médicale, la logique sociale, la logique du pouvoir qui ont produit quelque chose de précis, une réalité physique que personne, à l'intérieur du système, ne pouvait voir clairement parce qu'ils y étaient trop. Ça me préoccupe encore, après toutes ces années avec les archives. Cette chaîne est pour les gens qui en ont fini avec l'histoire superficielle. Si c'est vous, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Et à la fin, dites-moi si on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire. Voici ce que j'ai trouvé. Il y a une chose que les visiteurs de Versailles ne savent jamais vraiment, parce que personne ne l'a dit, ni les guides, ni les panneaux explicatifs, ni les documentaires qui filment en boucle les mêmes plafonds peints. Cette chose, c'est ce que le palais aurait signifié pour un né humain en juillet 1685. Pas les jardins. Les jardins, avec leurs buis taillés et leurs bassins, sentaient probablement bien. Mais à l'intérieur, dans les couloirs des ailes secondaires, dans les escaliers de service, dans les espaces entre les appartements nobles où personne de rang ne passait jamais. L'air était autre chose. Ézéchiel Spanheim, ambassadeur de Brandebourg à la cour de France, note dans sa relation de voyage la magnificence absolue du château. Et quelques pages plus loin, presque comme une parenthèse, il décrit une odeur qu'il n'arrive pas tout à fait à qualifier. Il n'est pas le seul. Les dépêches des ambassadeurs vénitiens, que j'ai lues dans leur version originale aux archives, reviennent sur ce détail avec une régularité qui finit par dire quelque chose. Ces hommes venaient des cours les plus raffinées d'Europe, ils n'étaient pas des provinciaux choqués par la ville. Et pourtant, quelque chose à Versailles les arrêtait. Ce quelque chose avait une cause simple. 20 000 personnes vivaient dans ce palais lors des grandes saisons de cour. 20 000 ou 20 000. Et ce chiffre n'est pas une exagération littéraire, c'est le chiffre qu'on trouve dans les rôles de charge et les registres de logement. Nobles de haut rang dans les appartements officiels. Officiers de cour dans les galeries aménagées. Serviteurs de toute hiérarchie dans les espaces qui restaient. Cuisiniers, palefreniers, gardes, blanchisseuses, porteurs d'eau. Des centaines de métiers invisibles qui permettaient au spectacle de tenir. Et ce palais de 20 000 âmes n'avait pas d'infrastructure sanitaire à la hauteur de sa population. Les latrines existaient. Il y en avait, disséminées dans le château,
accessibles à ceux qui savaient où elles étaient et qui avaient le temps de s'y rendre. Mais dans un espace aussi vaste, aussi hiérarchisé, aussi surveillé par le protocole à chaque couloir, se déplacer pour trouver une latrine n'était pas toujours possible. Pas pour un noble en service, pas pour un serviteur entre deux tâches, pas pour quelqu'un dont la place dans la machine dépendait d'une présence constante, sans interruption, sans absence, qui aurait pu être remarquée. Alors les couloirs servaient, les coins d'escalier, les recoins des ailes secondaires. Des ordonnances royales ont été émises pour interdire formellement cette pratique, interdire de souiller les parties communes du château. Ces ordonnances ont été répétées 4 fois, 5 fois sur 2 décennies. Quand une règle doit être rappelée 5 fois, c'est que personne ne la respecte vraiment. Ce n'est pas une accusation morale, c'est simplement ce que les archives montrent. Mais voilà ce qui est troublant. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à dépasser l'anecdote. Cette situation ne choquait pas les gens qui la vivaient, pas au sens où nous l'entendons. Il n'y avait pas de sentiment d'abaissement, de honte collective, de conscience que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas vécu comme une défaillance du système. C'était simplement la réalité d'un espace surpeuplé sans les outils pour gérer ce que 20 000 corps humains produisent nécessairement. La raison profonde de cet aveuglement n'était pas le manque d'intelligence ni la négligence. C'était une conception entière du corps, de ce qu'est le propre, de ce qu'est le sale, de ce que l'eau fait ou ne fait pas à la peau humaine. Et cette conception venait de la médecine. À Versailles, sous Louis XIV, la médecine officielle est une affaire sérieuse. Le roi a un premier médecin dont la fonction est codifiée, hiérarchisée, présente à chaque étape de sa vie. Antoine d'Aquin occupe ce poste pendant des années, avant d'être remplacé en 1693 par Guy Crescent-Fagon, qui restera auprès du roi jusqu'à sa mort en 1715. Ce sont des hommes formés dans les meilleures facultés françaises. Au fait, des traités médicaux en circulation en Europe, capables de lire les auteurs classiques dans leur langue d'origine. Fagon en particulier est un botaniste réputé, un clinicien méthodique, quelqu'un que ses contemporains respectaient profondément. Ces hommes-là croyaient, avec toute la rigueur de leur formation, que l'eau chaude appliquée sur le corps représentait un danger médical réel. La théorie n'était pas nouvelle. Elle remontait à une lecture de Galien, médecin grec dont les écrits faisaient encore autorité au XVIIe siècle, combinés à des observations tirées des grandes épidémies du siècle précédent. L'idée centrale était celle-ci: la peau n'est pas imperméable. Elle est traversée de pores invisibles qui s'ouvrent sous l'effet de la chaleur et du mouvement. Quand ces pores s'ouvrent, le corps devient perméable à l'air extérieur. Et l'air extérieur, dans cette conception, était porteur de ce qu'on appelait les miasmes, des émanations invisibles et toxiques issues des matières en décomposition, des eaux stagnantes, des rassemblements humains. La peste noire de 1347 à 1353 avait tué entre un tiers et la moitié de la population européenne. Personne, au XVIIe siècle, n'avait oublié ce que les épidémies pouvaient faire. Et dans la mémoire collective des médecins, les épidémies se propageaient dans les villes, dans les rassemblements, dans tout ce qui ouvrait le corps au monde extérieur. Le bain chaud semblait faire exactement ça: rougir la peau,
dilater les pores visibles, laisser le corps sans défense. La conclusion médicale qui en découlait était donc logique dans ses propres termes. On ne trempait pas le corps entier dans l'eau chaude, on lavait les mains, le visage, les parties visibles rapidement à l'eau froide ou tiède, et on s'arrêtait là. Ce n'était pas une superstition populaire, c'était la position officielle de la médecine royale, enseignée dans les facultés, inscrite dans les traités, appliquée sur le corps du roi le plus puissant du monde, et si le médecin du roi le disait, toute la cour le croyait. Si l'eau était dangereuse, il fallait autre chose. Et Versailles avait trouvé autre chose, un système entier, cohérent dans sa logique, appliqué avec une rigueur que nous aurions du mal à imaginer aujourd'hui. Ce système reposait sur 3 piliers, le linge, le parfum, la poudre. Le linge d'abord, parce que c'est lui qui portait toute la charge symbolique et pratique de la propreté à Versailles. La théorie médicale de l'époque ne disait pas seulement que l'eau était dangereuse. Elle disait aussi que le tissu blanc absorbait les impuretés du corps et les retenait. Changer de chemise, c'était se purifier. Porter du linge fraîchement lavé et empesé, c'était être propre. Le corps lui-même, en dessous, restait intact, non touché par l'eau, protégé. Louis XIV changeait de chemise plusieurs fois par jour, jusqu'à 3 fois selon les saisons et les activités. Ce geste était ritualisé avec la même précision que n'importe quel autre acte de sa journée, et des nobles se disputaient le privilège d'apporter la chemise au roi pendant le lever, parce que tenir le linge royal était une marque de faveur codifiée, transmissible, enviée. Ce que je trouve frappant, après des années à lire les inventaires et les registres de cour, c'est que cette obsession du linge était parfaitement sincère. Ce n'était pas une façade consciente. Les gens qui changeaient de chemise 3 fois par jour croyaient genuinement être propres. La propreté, dans leur cadre conceptuel, était une affaire de tissu, pas de peau. La richesse d'un noble se lisait en partie dans son linge, la quantité, la blancheur, la finesse du fil. Un noble pauvre portait la même chemise 2 jours. Un noble aisé en changeait 1 fois par jour. Le roi en changeait 3 fois. La hiérarchie de la propreté était une hiérarchie de tissu, et cette hiérarchie-là, tout le monde la comprenait immédiatement. Le parfum venait ensuite, non pas comme luxe, mais comme outil. À Versailles, les eaux de senteur, les sachets de lavande, les gants parfumés au jasmin ou à la rose n'étaient pas de simples accessoires de mode. Ils remplissaient une fonction pratique dans des espaces fermés, surchauffés, peuplés de dizaines de corps humains dont aucun ne se lavait le corps au sens moderne. Les femmes de cour cousaient des sachets d'herbes aromatiques dans leurs jupes. Certains nobles frottaient leur linge avec des essences avant de l'enfiler. Les gants parfumés, une industrie entière à Versailles et à Paris, masquaient ce que les mains produisaient entre 2 changements de tenue. Le parfum n'était pas de la dissimulation hypocrite. C'était de la survie sociale dans un espace qui en avait besoin. Et puis la poudre de riz ou d'amidon appliquée sur les cheveux et surtout sur les perruques, après que Louis XIV les a popularisées à partir des années 1670, résolvait un problème que personne ne formulait explicitement, mais que tout le monde gérait en silence. On ne lavait pas les cheveux, ou si rarement que cela revenait au même. La poudre absorbait le gras, unifiait la couleur,
masquait les odeurs. La perruque, elle, avait l'avantage de pouvoir être retirée, nettoyée séparément, repoudrée. Le crâne en dessous, souvent rasé chez les hommes de cour, recevait le même traitement. Ce système de substitution fonctionnait, pas comme nous l'entendons aujourd'hui, mais dans les termes du XVIIe siècle, il remplissait ce qu'on lui demandait, maintenir une apparence de netteté, signaler le rang par la blancheur du linge, masquer ce que le corps produisait entre deux changements de tenue. Mais il y avait ceux pour qui ce système n'était pas accessible. Les serviteurs de Versailles, les blanchisseuses, les porteurs d'eau, les valets de pied, les cuisiniers n'avaient-ils pas les moyens du linge en abondance ni des parfums de qualité. Ils portaient leurs chemises plus longtemps. Leurs eaux de senteur, quand ils en avaient, étaient grossières. Et c'est eux qui travaillaient dans les espaces les plus chauds, les plus confinés, les plus physiquement exigeants du palais. Le système de propreté de Versailles fonctionnait comme une hiérarchie silencieuse. Personne n'avait décidé que les corps pauvres comptaient pas moins. Il n'y avait pas eu de réunion, pas d'ordonnance disant cela. C'est simplement que le système avait été conçu pour ceux qui avaient les moyens de l'appliquer, et que les autres avaient été oubliés dans le calcul, sans que personne le remarque vraiment. Voilà ce que le linge blanc cachait. Pas sous les dorures, dans les corps de ceux qui n'avaient pas les moyens d'en changer tous les matins. Le lever du roi est le rituel le mieux documenté de Versailles, des mémoires, des journaux de cour, des règlements officiels décrivent chaque étape dans le détail, qui entre dans la chambre, dans quel ordre, à quel moment précis, pour faire quoi. Ce rituel est souvent présenté comme la mise en scène parfaite du pouvoir absolu, et il l'est. Mais lu autrement, il dit quelque chose de plus précis sur ce que se laver signifiait pour le corps le plus surveillé d'Europe. Au réveil, le roi reçoit un bassin d'eau aromatisée. Il se rince les mains. Un linge humide passe sur son visage. Son barbier intervient. Et c'est à peu près tout, du moins pour ce que les sources confirment avec certitude. Ici, je dois être honnête. Ce qui se passait dans les minutes précédant l'entrée des premiers gentilshommes, dans ce créneau où le roi était encore seul avec un ou deux valets intimes, les archives ne le disent pas clairement. Il est possible que des ablutions plus complètes aient eu lieu dans cet espace invisible. Les journaux de santé tenus par ces médecins mentionnent des bains occasionnels à visée médicale, pour une douleur, pour une affection de peau, sur prescription explicite, mais un bain quotidien, ou même hebdomadaire, comme pratique personnelle et discrète. Les sources sont silencieuses là-dessus, et j'ai appris, avec le temps, à ne pas remplir le silence des archives avec ce qu'on voudrait y trouver. Ce que les journaux de santé confirment sans ambiguïté, c'est autre chose. La liste des affections physiques de Louis XIV, tenue avec une méticulosité obsessionnelle sur des décennies. Fistule anale en 1686. Opération périlleuse réalisée par le chirurgien Charles-François Félix, qui a marqué l'histoire médicale de la cour. Infection récurrente, abcès, problème dentaire, si sévère qu'une extraction a fracturé une partie de sa mâchoire. Vers la fin de sa vie, une gangrène à la jambe qui l'a emporté en 1715. Ces médecins traitaient tout ça avec les outils de leur temps. Saignée, purge, cataplasme, eau médicinale.
Le lien possible entre l'absence d'hygiène corporelle au sens moderne et la fréquence de ces infections n'est jamais formulé dans leurs notes, parce que dans leur cadre conceptuel, ce lien n'existait pas. L'eau n'avait rien à voir avec les infections, donc elle ne pouvait pas les prévenir. Et pendant ce temps, l'appartement des bains existait. C'est là que l'histoire devient plus complexe. Versailles avait des baignoires en marbre, des pièces dédiées, une infrastructure pour chauffer l'eau. Ces installations n'étaient pas décoratives, elles étaient utilisées, mais leur usage dit quelque chose de précis sur ce que le bain signifiait dans ce système. Ces bains royaux n'étaient pas des lieux de nettoyage quotidien. Ils étaient des lieux de soins médicaux, la prescription du médecin, pour une raison précise, ou des lieux d'intimité privée, hors du regard de la cour, associés dans l'imaginaire de Versailles à quelque chose de plus trouble que la simple hygiène. Louis XIV y recevait parfois ses maîtresses. L'appartement des bains avait une réputation. S'y rendre n'était pas un acte neutre. Ce qu'on voit ici, et c'est là que quelque chose se révèle, c'est que la même chose pouvait être dangereuse pour le commun et permissible pour le roi, sans que personne n'y voie une contradiction. La théorie médicale s'appliquait à tous en principe. En pratique, le corps royal obéissait à ses propres règles. Ce qui était prescrit pour les courtisans ne liait pas tout à fait le souverain. Pas parce que Louis XIV se croyait au-dessus de la médecine. Il écoutait ses médecins avec une attention presque anxieuse, mais parce que le corps du roi occupait une catégorie à part dans la cosmologie de Versailles. Ce corps-là n'était pas tout à fait comme les autres. La cour imitait le roi, sur le linge, sur la poudre, sur le parfum, sur tout ce qui constituait la propreté visible. Elle le suivait avec une fidélité presque mécanique. Mais sur les bains, sur ce qui se passait derrière les portes fermées de l'appartement privé, il y avait un écart entre le modèle affiché et la pratique réelle que personne ne formulait à voix haute. Versailles fonctionnait souvent ainsi. Les règles valaient pour ceux qui devaient les respecter. Ceux qui les édictaient avaient une marge que les règles elles-mêmes ne mentionnaient pas. Une blanchisseuse de Versailles se lève avant l'aube. Elle a dormi dans l'une des pièces de service qui tapissent les ailes du palais, un espace partagé, mal chauffé en hiver, étouffant en été, peuplé d'autres corps qui font le même travail qu'elle. Elle n'a pas de nom dans les archives que j'ai consultées. Elle a un métier, une fonction, un rôle dans la mécanique du palais. Et c'est à peu près tout ce que les documents retiennent d'elle. Sa journée commence par le linge sale des nobles, des chemises portées une fois, 2 fois au maximum, des sous-vêtements, des camisoles, des bas, tout ce tissu blanc que les courtisans changeaient avec une régularité qui signalait leur rang et qui finissait, inévitablement, dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle lave ce linge à l'eau froide ou tiède, avec de la cendre et du savon noir, dans des conditions que les inventaires décrivent sobrement et que je préfère ne pas embellir. Ses mains sont abîmées, son dos aussi, probablement après des années de ce travail, et elle, dans tout ça, son propre corps, sa propre chemise. Personne n'y pense. Ce n'est pas une accusation contre des individus. Les nobles dont elle lavait le linge n'avaient pas décidé de l'ignorer. Ils ne pensaient pas à elle, tout simplement. Le système avait été construit autour du corps aristocratique, ses besoins, ses codes, ses substituts de propreté. Les corps qui faisaient tourner ce système n'avaient pas été inclus dans le calcul, pas par cruauté délibérée.
par absence totale de considération, ce qui est une chose différente et, à certains égards, plus difficile à nommer. Les petits métiers de Versailles avaient un rapport quotidien avec ce que les corps nobles produisaient. Les vidangeurs vidaient les fosses. Les porteurs d'eau montaient les seaux dans les étages. Les valets de chambre vidaient les pots. Les cuisiniers travaillaient dans des chaleurs que les archives décrivent comme épuisantes, dans des espaces sans ventilation suffisante, pendant des heures que les rôles de service permettent de reconstituer approximativement. Ces gens-là transpiraient, se salissaient, s'épuisaient physiquement dans des conditions que les appartements nobles ne connaissaient pas, et leur accès à l'eau, à l'espace, à l'intimité corporelle, au temps pour simplement s'occuper de leur propre corps, était infiniment plus restreint que celui des gens qu'ils servaient. La théorie médicale sur les dangers de l'eau s'appliquait en principe à tout le monde de la même façon, mais la pratique de substitution, le linge en abondance, les parfums, les poudres, supposait des moyens que les serviteurs n'avaient pas. Un valet de pied ne changeait pas de chemise 3 fois par jour. Une cuisinière ne se frictionnait pas avec de l'eau de lavande entre 2 services. Le système de propreté de Versailles n'avait pas été pensé comme un privilège. Il s'était simplement révélé en être un, silencieusement, sans que personne ne le formule. Ce qui me reste de ces lectures, et j'y reviens encore, des années après avoir fermé ces dossiers pour la première fois, c'est moins la saleté elle-même que ce qu'elle révèle sur la façon dont un système distribue l'invisible. Les courtisans vivaient au milieu d'une réalité physique difficile et ne la voyaient pas parce que leur rang les en protégeait partiellement et que leur éducation ne les avait pas équipés pour la nommer. Les serviteurs vivaient dedans complètement, sans recours, sans langage pour en parler, sans personne pour leur demander comment ils allaient. Cette femme anonyme, blanchisseuse, porteur d'eau, cuisinière, peu importe le nom qu'on lui donne, n'a pas laissé de documents. Pas de lettres, pas de journal, pas de déposition. Son expérience physique dans ce palais ne s'est pas écrite, parce que personne ne lui a demandé de l'écrire, et parce qu'elle n'avait ni le temps ni les outils pour le faire elle-même. Elle reste là, dans ce couloir d'avant l'aube, avec le linge des autres entre les mains. C'est l'image la plus vraie de Versailles que je connaisse. Pas les miroirs, pas les dorures, pas le roi dans sa chambre, entouré de gentilshommes qui se disputent l'honneur de tenir sa chemise propre. Elle, les systèmes d'erreur ne meurent pas d'un seul coup. Ils ne s'effondrent pas le matin où quelqu'un entre dans une salle et annonce que tout était faux. Ça ne fonctionne pas ainsi, ni en médecine, ni ailleurs. Ce qui se passe, c'est plus lent, plus diffus, plus difficile à dater avec précision. Des voix dissidentes commencent à circuler. Des observations s'accumulent sans que personne ne les relie encore. Un traité est publié, lu par quelques médecins, ignoré par d'autres. Une pratique change dans un milieu avant de changer dans un autre. Et un jour, sans qu'il y ait eu de rupture nette, le consensus d'avant n'existe plus vraiment. Il coexiste pendant des décennies avec quelque chose de nouveau qui le remplace progressivement. C'est ce qui s'est passé avec l'eau et la peau au XVIIIe siècle. À partir des années 1750, une littérature médicale nouvelle commence à circuler en France et en Europe. Des traités sur les bains, sur leurs bénéfices supposés, sur la relation entre l'eau froide et la vigueur du corps.
Ces textes ne renversent pas immédiatement la doctrine des pores et des miasmes. Ils la contestent, prudemment, avec des arguments qui empruntent encore au même cadre théorique. Mais la direction a changé. L'eau n'est plus présentée comme une menace. Elle commence à être présentée comme un outil. Sous Louis XVI, qui règne de 1774 jusqu'à son arrestation en 1792, les bains sont devenus sensiblement plus communs dans les appartements des nobles et des bourgeois aisés. Des baignoires mobiles en métal ou en bois, cerclés de cuivre, circulent dans les maisons parisiennes. Des établissements de bains publics ouvrent dans la capitale, des bains à l'heure, dans des cabines privées, accessibles moyennant paiement. La presse en parle, des médecins les recommandent. Ce n'est plus marginal. Mais, et c'est là que quelque chose d'inattendu apparaît, ce changement arrive plus vite dans les milieux urbains, cultivés, que dans les cours royales. Versailles, paradoxalement, est en retard sur Paris. Le château qui avait fixé les normes du raffinement européen pendant un siècle se retrouve à traîner sur une question que la ville avait déjà commencé à trancher. Ce retard n'est pas difficile à expliquer. Les cours royales sont conservatrices par nature. Leurs codes, leurs rituels, leurs pratiques corporelles sont liés à une continuité symbolique que personne ne bouscule facilement. Changer la façon dont on traite le corps du roi, c'est toucher à quelque chose qui dépasse l'hygiène, c'est remettre en question un système entier de représentation. Et ça, Versailles n'était pas équipé pour le faire de l'intérieur. La Révolution de 1789 a tranché le nœud d'une façon que personne n'avait anticipée. Quand la cour disparaît, les codes qui lui étaient attachés disparaissent avec elle. Pas immédiatement, pas totalement, mais suffisamment pour que quelque chose change dans la façon dont le corps aristocratique est pensé et traité. Le linge blanc comme signe de rang perd une partie de sa charge symbolique quand le rang lui-même est remis en question. Le corps noble cesse d'être au centre d'une cosmologie sociale. Il redevient, d'une certaine façon, un corps ordinaire, soumis aux mêmes besoins, aux mêmes fonctions, aux mêmes réalités physiques que n'importe quel autre. Le XIXe siècle a construit sur cette rupture un discours hygiéniste entièrement nouveau. La propreté comme valeur morale, le bain comme nécessité médicale, l'eau courante comme marqueur de civilisation. Ces idées sont nées en partie en réaction consciente à ce que le siècle précédent avait été. Une réaction qui n'aurait pas eu la même force si ce qu'elle rejetait n'avait pas été aussi visible, aussi documenté, aussi difficile à ignorer rétrospectivement. Mais ces changements ont pris du temps, et ils ne sont pas arrivés pour tout le monde en même temps. Les quartiers ouvriers de Paris ont attendu l'eau courante bien après que les appartements bourgeois en disposaient. Les campagnes françaises ont attendu encore plus longtemps. Le discours hygiéniste du XIXe siècle était souvent dirigé vers les pauvres, vers leur corps, leur logement, leurs habitudes, avec une certitude morale qui ressemblait parfois à autre chose qu'à de la sollicitude. Ce que Versailles avait produit, sans le formuler, une hiérarchie des corps, une distribution inégale de ce qu'on appelait la propreté, le siècle suivant l'a reproduit sous une autre forme, avec un vocabulaire différent et une conviction identique.
3 siècles séparent la blanchisseuse anonyme du couloir d'avant l'aube du débat sur l'accès à l'eau potable dans les villes industrielles du XIXe siècle. La distance est immense. Le mécanisme, lui, est le même. Un système qui décide, sans le dire, quel corps compte dans ses calculs. C'est ce que Versailles cache encore, sous les dorures et les miroirs. Pas de la saleté, une question. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Et si on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire? Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.